Merci à vous. Je vais m'asseoir à côté. Vous voulez vous rapprocher maintenant. Et bien, je crois que maintenant, le feu roulant de questions est ouvert. Hein, donc, c'est à vous. Et quel est le premier ou la première qui dit vous voilà. En fait, vous avez parlé Bonjour. Vous avez parlé d'une nouvelle étude avec l'UTERA, c'est ça, qui s'appelle l'UTERA. Quels sont... Attendez, je crois que je mélange les pinceaux. Non, c'est ça. Non. Oui. Qu'est-ce que vous appelez l'origine idéale de la... Comme donc le professeur Guimbaud a indiqué, il y a différentes localisations primaires de cette tumeur neuroendocrine. Donc pour cette étude, il a été retenu les tumeurs neuroendocrines avec origine iléale, c'est intestinale ou appendiculaire. Ils vont donc viser spécifiquement les tumeurs neuroendocrines avec cette origine-là. Puisque, donc, comme le professeur Guimbaud a indiqué aussi, c'est une population assez hétérogène, les tumeurs neuroendocrines, et le but est de viser une certaine population, cellules tumorales, et voir ce que ce traitement va faire pour cette population de cellules tumorales-là, pour que les résultats n'est pas biaisé, qu'il n'y a pas d'interférence à cause d'autres caractéristiques tumorales qui peuvent exister parce que l'origine primaire est différente. Donc ils ont ciblé cette localisation primaire là. Aussi, je pense parce qu'il y a eu de très belles études qui ont été publiées justement sur les tumeurs neuroendocrines d'origine pancréatique avec les thérapies moléculaires ciblées. Ils ont choisi cette localisation primaire-là. D'accord, merci. D'autres questions? Eh bien, c'est... Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, moi, j'ai pas de chance parce que mon carcinoïde bronchique ne rentre pas, mais j'ai jamais eu de peau de ce côté-là, ne rentre pas dans le dispositif. Donc, encore une fois, je trouve que c'est... Bon, tumeurs neuroendocrines, elles sont d'origines diverses et l'ensemble devrait rentrer dans le dispositif. Espérons que les gens qui décident ça en haut lieu s'apercevront qu'effectivement, il faut y faire rentrer un petit peu plus que les origines digestives. Donc, ma question n'était pas celle-là. J'ai l'impression, avec le recul, qu'on ne connaît pas grand-chose de la provenance et de la manière dont évolue une tumeur neuroendocrine. Moi, je prends mon exemple, chaque cas est un cas particulier. Hein. J'ai eu un carcinoïde bronchique opéré il y a 18 ans. Pendant 12 ou 13 ans, le chirurgien qui m'a opéré à Purpan m'a dit, bon, analyse de la pièce, rien. Pas de radiothérapie, pas de chimio, bien sûr, après, rien. Il m'a laissé partir et il m'a dit, vous êtes tranquille. Le seul qui m'avait prévenu, c'est un médecin du travail qui m'avait dit, attention, ça peut récidiver. Donc, ça a récidivé 12 ans après. Alors, ma question, si vous pouvez y répondre, c'est de savoir quand est-ce que... Est-ce qu'on peut déterminer le moment où le carcinoïde lance des métastases et redevient actif parce qu'à partir de ce moment-là, et quand on a l'âge que j'ai, on peut se dire qu'effectivement, si on en a pour 10 ans de plus, bon, ben, c'est 10 ans de gagné, 70 et 10, 80, bon, après, c'est pas grave. Enfin, c'est moins grave, ou moins embêtant. Mais personne, bon, je vous ai vu, Madame Guimbaud, à l'époque, vous m'aviez dit, bon, le foie, bon, il y avait les os, tout ça, mais on fait des images et on attend, on a attendu 5 ans, je suis monté jusqu'à 33 000 au niveau de du marqueur. Voilà.
Et donc à partir de ce moment-là, vous l'expliquez, les flèches, le mal-vivre, on ne peut pas boire une goutte d'alcool sans être malade, enfin, etc. Donc là, j'ai été traité, et très bien traité à Innsbruck, avec les quatre passages dans le service nucléaire, très très bien traité parce que c'est très rigoureux. Ils sont le professeur, qui est une femme d'ailleurs, qui est très très performante, et bon, maintenant on redécouvre une petite tumeur de plus sur le foie, etc. Et alors ma question est là, elle n'a pas été irradiée celle-là puisqu'elle arrive. Depuis quand elle est là, on ne sait pas, puisque en tout cas elle est là depuis peu de temps. Elle a doublé de volume en 4 ou 5 mois. Alors il y a deux solutions, où ça fixe et je pars à balle, ou ça fixe pas. Et on peut, alors vous en avez pas parlé, mais je pense que c'est la radiothérapie. Vous en avez parlé un petit peu, c'est-à-dire voilà, la chimioembolisation avec la pâte qui se fixe. Alors, ce qui m'inquiète surtout, ce sont les effets secondaires. C'est-à-dire, me dit-on, mon docteur très entendu qui est ici à la tribune me dit, et il a raison de prévenir, ça peut être très douloureux après l'intervention, et ensuite, si ça ne reste pas localisé, on a les effets secondaires d'une chimio. Voilà mes quelques questions qui me viennent. Moi, je m'excuse pour les autres parce que chaque cas est un cas particulier. Donc, je pense qu'autant que nous sommes, autant de questions personnelles peuvent être posées. Voilà, merci. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, merci beaucoup. Il y a 3 points. Juste sur votre réflexion qui n'était pas une question, effectivement, il y a un problème avec les tumeurs bronchiques qui sont, entre guillemets, à la traîne dans l'attention médicale de recherche clinique. On fait, pour l'instant, on essaie de faire un gros effort pour qu'effectivement les études qui s'ouvrent inclut les tumeurs bronchiques, parce qu'autrement on va toujours être en retard de ce côté-là. Ça commence à venir, c'est-à-dire que pour les médicaments, alors que ces médicaments dont je vous ai montré finalement la validité par cette publication-là dans le New England, ça y est, ils sont en évaluation dans les tumeurs bronchiques. Bon, voilà, il y a effectivement un décalage et je crois qu'on en est bien conscient et on essaye de peser maintenant pour que ce décalage se rattrape. Mais il existe toujours. Et donc, comme du coup le choix thérapeutique pour les tumeurs bronchiques est plus restreint, puisqu'il y a eu moins d'ouverture qui a été faite, on se rattrape quand même quand on en discute, dans le sens où on propose pour les tumeurs d'origine bronchique d'appliquer les traitements que l'on fait pour les tumeurs d'origine intestinale idéale, parce qu'il y a un vrai rapprochement biologique et d'histoire de la maladie, et donc manifestement il y a des comportements biologiques qui sont similaires, et puisque les études n'ont pas inclus le bronchique, on va partir des études intestinales. C'est vrai qu'on préférait avoir des études plus globales, mais du coup on se débrouille pour l'instant un petit peu comme ça. Le deuxième point, c'était quand est-ce qu'on peut prédire ? C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a comment on peut prédire qu'une tumeur qu'on a enlevée est une tumeur qui était bénigne et qui n'évoluera jamais, par rapport à une tumeur qui était potentiellement maligne et qui éventuellement plus tard donnera des métastases. On ne sait pas le faire, sauf aux deux extrêmes. C'est-à-dire que si vraiment c'est une toute petite tumeur avec un index de prolifération très bas, enfin des caractéristiques sous le microscope très particulières, très très basses, on peut se permettre d'affirmer qu'effectivement, il n'y a pas de risque métastatique et qu'en gros, c'est pas la peine de surveiller, quoi. Mais ces cas sont effectivement très rares et, comme toujours en médecine, il y aura toujours une exception. Donc, c'est délicat. À l'autre extrême, on voit que la taille, la capacité quand même à grignoter au bord fait qu'on sait bien que c'est une tumeur qui a un potentiel malin, ce qui ne veut pas dire forcément que ça va récidiver. Donc, la seule solution qu'on a, à part l'extrême qui est de nous dire non, là, franchement, la tumeur de l'appendice, et ça nous arrive souvent dans les appendices, ce garçon de 16 ans qui a été opéré qui a eu
de l'appendicite chez qui on a découvert une tumeur neuroendocrine de 8 mm à la pointe de l'appendice, il ne faut pas le surveiller toute sa vie. C'est rien, aucune exploration complémentaire et c'est terminé. Donc il y a des cas où on peut le dire et effectivement il ne faut pas aller empoisonner toute la vie à faire des surveillances. Dans les autres cas, on est obligé de mettre en place une surveillance. Et tout le problème, c'est effectivement combien de temps cette surveillance. Parce que autant dans les maladies tumorales classiques, s'il doit y avoir récidive, c'est dans la plupart des cas 2, 3, jusqu'à 5 ans après l'intervention chirurgicale. Dans les tumeurs neuroendocrines, évidemment, on dépasse, donc on est obligé de surveiller beaucoup plus longtemps. Donc il y a un gros travail qu'on doit faire et pour l'instant, je dois dire qu'il n'y a pas énormément de pistes pour quels sont les facteurs prédictifs qui nous permettraient d'aller mieux analyser sur le plan biologique, moléculaire la tumeur et qui nous permettrait vraiment de mieux la classer en risque de rechute. On ne sait pas faire. Bon, il y a des pistes bien sûr, mais pour l'instant en termes d'applicabilité, on n'est pas très aidé là-dessus, donc on surveille et on ne peut pas dire, on dit simplement, voilà, il faut surveiller. Et après, dans cette prédiction d'évolutivité, il y a l'autre cas pour lequel on n'est pas tellement plus fort, qui est de dire, on sait que cette fois-ci que la maladie est maligne parce qu'elle a donné des métastases, et est-ce qu'on peut prédire que elles vont bouger ou elles ne vont pas bouger, et ça on ne sait pas très bien faire. Là aussi on a des indices, le grade, et puis finalement ce qui nous donne la réponse c'est le temps, donc c'est une réponse rétrospective. Petit à petit on avance, puis on voit que les choses se tassent, donc bon. Mais il faut quand même garder une surveillance parce qu'on sait très bien que le profil évolutif peut bouger parfois. Donc oui, ça c'est un de nos gros problèmes. On sait bien qu'on est en manque là-dessus. Voilà. Après, pour la question plus précise de la chimio-embolisation, oui, c'est un acte qui a quand même une part invasive. La tolérance de ce traitement est assez variable en fonction de l'atteinte du foie, savoir si il va y avoir beaucoup de produits qui va être captés ou pas beaucoup, est-ce qu'il y a une grosse maladie dans le foie ou pas. On est en train de beaucoup travailler pour que ça se passe le mieux possible, mais souvent, surtout quand il y a une maladie assez grosse au niveau du foie et qu'on fait ce traitement, oui, il y a des effets secondaires et on reste c'est une hospitalisation de 4-5 jours, voire une semaine, et pendant 4-5 jours, on a de la fièvre et il y a des douleurs de réaction au niveau du foie. C'est pour ça qu'on est obligé de rester hospitalisé pour qu'on puisse couvrir ces douleurs pendant ce temps-là, couvrir les problèmes de fièvre. Et puis après, on rentre à la maison, on est bien fatigué pendant une semaine et après encore un peu. Et en général, on met bien un mois à avoir repris l'activité de base. D'autres questions? Oui. Juste une question. Je suis traité sous sandostatine en ce moment, et donc de temps en temps j'ai des analyses en laboratoire, et donc je me précipite dessus et je cherche l'astérix là où ça marche pas, quoi. Et en général je tombe sur le relevé de chromostatine, chromogranine. Et donc à chaque fois il est hors tolérance. Et bon, ça m'inquiète un peu, je voudrais savoir comment on doit l'interpréter. Est-ce que c'est un indicateur qu'est-ce qu'il veut dire en fait ce taux derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Malgré qu'on soit traité, il est quand même élevé, il est hors tolérance. Donc on le traduit comment ça? Oui, bon, donc en ce qui concerne la chromogranine, ça a été soulevé aussi par le patient précédent. Donc la chromogranine, c'est un marqueur et ça vient avec des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que si c'est élevé, ça nous permet de suivre une maladie, ça nous permet d'avoir une idée d'efficacité de traitement, et pour ça, donc, c'est très utile. L'inconvénient, c'est que, comme beaucoup de marqueurs, ce n'est pas très spécifique. Donc, ça veut dire qu'il y a multiples variables, et il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas, qui peuvent influencer les résultats de l'analyse. Par exemple, dans le cas de chromogranine, on sait qu'il y a par exemple certains composants dans la nourriture qui peuvent faussement augmenter la chromogranine. Donc, il n'y a pas de rapport alors avec les lésions tumorales.
et en fait le résultat va être faussement augmenté parce que vous avez par exemple mangé une banane. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger des bananes, mais ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de variables qui peuvent faussement augmenter ce marqueur. Donc quand on évalue les marqueurs, c'est toujours avec certaines réserves et on ne va pas trop s'appuyer seulement sur une valeur. Et donc si c'était toujours normal et soudain c'est très augmenté, on ne va pas paniquer. On va revoir l'analyse où on va voir en fonction de l'évolution. Moi, j'utilise la chromogranine plutôt avec recul. Je vois l'évolution. Est-ce qu'il y a une ligne descendante? Est-ce que ça reste stable, mais avec un effet yo-yo comme ça? Ou est-ce que ça a tendance à augmenter? Si ça augmente et qu'il y a une évolution conséquente, à ce moment-là, je vais peut-être approfondir les examens pour voir s'il y a quelque chose derrière cette augmentation de chromogranine. Mais on ne va jamais s'appuyer seulement sur la chromogranine pour décider en ce qui concerne la gestion thérapeutique. Hein. Donc, ça a sa valeur, mais c'est une valeur relative. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. On en retient quand même, François, que tu dois te dispenser de manger des bananes avant tes analyses. Hein. Bien. D'autres questions? Oui. Ah oui, Jacques aussi. Pour le professeur Guimbaud, vous avez parlé beaucoup de surveillance. En règle générale, pour quelqu'un atteint d'une tumeur de type peu différencié et G3, quelles sont pour vous la surveillance, quelle est pour vous la surveillance à mettre en place de manière quasi systématique? Alors, les tumeurs G3 sont vraiment un cas particulier. En tout cas, la majorité des tumeurs G3. C'est-à-dire que, juste au préalable, dans les tumeurs G3, il y a ce qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines peu différenciées. Et puis, il y a les tumeurs G3 qui sont des tumeurs endocrines bien différenciées. Les tumeurs G3 bien différenciées sont plutôt à rapprocher des autres tumeurs neuroendocrines. Il y a des petites particularités à prendre en compte, mais voilà, elles font partie globalement des tumeurs neuroendocrines dont on parle ici. Les tumeurs neuroendocrines G3 peu différenciées, qui sont vraiment à l'extrême, sont des maladies qui sont totalement différentes, qui sont des maladies qui sont d'emblée, alors vraiment quand on est sûr du caractère peu différencié, faut savoir de quoi on parle. Donc je vous parle de cet extrême. Ce sont des maladies qui ont des capacités de prolifération beaucoup plus importantes que la moyenne des tumeurs neuroendocrines. On devrait presque même pas les appeler tumeurs neuroendocrines tellement elles sont différentes des autres tumeurs neuroendocrines bien différenciées. Et là, on est contraint vraiment de les surveiller avec des scanners tous les 4 mois, voilà, pour dire parce que alors après, il y a toujours des cas particuliers, des présentations éventuellement particulières, mais globalement, la réponse, c'est surveillance qui repose sur un scanner, et un scanner qui est fait relativement fréquemment, environ tous les 4 mois. Alors, la définition entre bien différencié et peu différencié, c'est une définition que nous donne l'anatomopathologiste. Finalement, ce sont des natures tumorales qui sont... des maladies qui sont vraiment différentes. Les tumeurs neuroendocrines bien différenciées sont ces tumeurs qui viennent de ce système endocrinien diffus et qui ont gardé... Elles ont proliféré, mais elles ressemblent quand même à des cellules endocrines encore, et donc d'ailleurs elles peuvent sécréter les hormones des cellules endocrines, etc. Donc elles gardent quand même une certaine filiation avec la tumeur d'origine qui est claire. Les tumeurs peu différenciées, elles sont parties de ces cellules, mais elles se sont complètement transformées, elles ont acquis des capacités de prolifération très 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 différentes. Elles ressemblent plus à la cellule desquelles elles sont parties. Elles sécrètent plus d'hormones d'ailleurs, et elles ont une capacité de prolifération très, très différente. Donc c'est vraiment l'analyse sous le microscope qui montre que leur aspect
est très différent. Et c'est vrai que souvent aussi du côté du clinicien, l'aspect radiologique, la présentation clinique est souvent très différente des tumeurs bien différenciées. Donc ça a le même nom, tumeur neuroendocrine, parce que la cellule au départ est la même, mais l'évolution, le système de prolifération a été très différent et ça aboutit à des maladies très différentes. Bonjour, moi je suis Jacques Chalex et je voulais juste savoir par rapport à des tumeurs neuroendocrines du type 1 suite à une anémie de Biemer, c'est une évolution. Alors là on rentre dans le cours de médecine. On est dans un cas très particulier. Un estomac, en fait c'est une maladie bénigne de l'estomac qui fait que l'estomac qui normalement sécrète de l'acide et une muqueuse, on va dire un petit peu florissante qui sécrète de l'acide, là pour des mécanismes le plus souvent auto-immuns, la muqueuse se dessèche un peu et ne sécrète plus autant d'acide que la sécrétion normale. Et à ce moment-là, en réaction, certaines cellules endocriniennes du système diffus localisées dans l'estomac vont se dire il n'y a pas assez, qui sont normalement chargées de sécréter l'hormone qui fait que ça va stimuler l'acidité, se disent mais il n'y a plus assez d'acidité ici, donc elles grossissent pour suppléer à ça et pour envoyer des signaux pour dire lâchez l'acide. Et donc elles grossissent pour libérer dans le sang de la gastrine ou d'autres hormones pour justement dire allez-y, mais l'estomac il peut pas, donc ces cellules grossissent et ce grossissement de cellules, cette prolifération de cellules donne, qui est une prolifération de cellules du système endocrinien diffus, donc ça donne une tumeur neuroendocrine. Ce sont des tumeurs neuroendocrines réactionnelles qui sont bénignes. Et qui ne doivent pas être traitées, c'est encore une particularité. En général, comme les autres tumeurs neuroendocrines, elles restent bénignes, elles restent localisées. Parfois, elles sont... généralement, ça donne plusieurs petites tumeurs réparties de petite taille. Parfois, il peut arriver qu'il y en ait une grosse qui pose problème et qui nécessite qu'on la traite ou qu'on l'enlève, mais c'est très particulier. Donc là, on est dans une maladie de tumeur neuroendocrine réactionnelle à une maladie bénigne sous-jacente et qui, en général, donne un type de tumeur neuroendocrine peu agressif, multiple, mais peu agressif. Et je voulais juste vous demander aussi par rapport à la maladie NASH. Est-ce qu'il y a une évolution ou pas d'évolution? La maladie NASH du foie. Oui. Est-ce que c'est compatible apparemment? Je vais faire parler. Pour ce qui est de la NASH hépatique, je ne crois pas à ma connaissance qu'il y ait d'évolution. Ah pardon, là, oui. C'est une maladie qui est une transformation stéatosique du foie, stéatosique, une transformation graisseuse du foie, c'est-à-dire que le foie se charge en graisse, que ça peut entraîner une inflammation du foie et c'est clairement montré maintenant que que c'est à considérer comme une hépatopathie chronique, c'est-à-dire une maladie chronique du foie telle qu'on peut la connaître avec les virus hépatiques, l'hépatite C, l'hépatite B. Et donc cette maladie qui a une description quand même assez récente peut entraîner la survenue, comme pour les maladies chroniques du foie, de certaines tumeurs. Mais c'est en règle générale des tumeurs primitives du foie, ce qu'on appelle des carcinomes hépatocellulaires. Et je ne crois pas, à ma connaissance, que ce soit un facteur de risque de survenue de tumeurs endocrines. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie du foie, cette surcharge graisseuse du foie, ça peut être réversible au stade précoce par un régime adapté. Mais c'est maintenant clairement montré comme à surveiller et à essayer de prévenir comme les autres maladies chroniques du foie, qu'elles soient virales ou toxiques. Merci. Comme ça. Au sujet des traitements antiacides qui sont donnés souvent de longue durée pour des maladies rhumatismales anti-inflammatoires, est-ce que ça pourrait être est-ce que la prolifération de ces cellules peut être une conséquence de ces traitements?
Vous me collez un petit peu, c'est-à-dire que globalement non, mais ça peut vraisemblablement arriver, mais c'est tellement bénin que ça sort de mon domaine de compétences.